Sud Radio. Je te chope encore une fois avec ça à la maison. Tu sais quoi? Tu vas vivre chez ton père, ok? La vérité en face. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Patrick Roger. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Apprendre à vivre ensemble, ceux qui ont tout, ceux qui tremblent. Eh bien oui, et est-ce que nous voulons vivre encore ensemble? C'est le titre de votre livre, Pierre-Henri Tavoyot, donc président du Collège de philosophie, vous enseignez à la Sorbonne. Pourquoi déjà vous avez rédigé en fait ce livre, hein? Vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, si je puis dire, mais sur cette idée de vivre ensemble, parce que vous avez l'impression que c'est fini, on ne vit plus ensemble aujourd'hui dans nos sociétés. L'expérience du Covid a été intéressante parce que voilà, il y a eu une suspension du social et à ce moment-là, il y a suspension, c'est aussi le moment propice à la réflexion. On s'est dit au fond, les autres, bon, on en a besoin pour vivre, mais en même temps pas partout. On a inversé les priorités. Et donc ce moment de Covid a été, je trouve, un moment extrêmement intéressant pour poser très clairement pourquoi voulons-nous encore vivre ensemble. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux dangers qui menacent cette vie commune. Ouais. Je préfère le mot vie commune d'ailleurs au vivre ensemble. Ouais. C'est à la fois la tentation du repli. On a pour plein de choses dans notre vie quotidienne, on n'a finalement pas besoin des autres. On peut maintenant commander ses repas, faire le plein d'émotions avec Netflix. C'est vrai. Voilà. Et puis d'un autre côté, quand on revient vers les autres, c'est souvent par le conflit, par la conflictualité, pour le clash, la lutte des clashs, pour reprendre une expression et la détourner. C'est l'idée qu'en fait les scénarios de guerre civile nous attirent. Lutte des classes, alors la vraie, lutte des sexes, lutte des générations, guerre des races qui revient, conflit de civilisation. Au fond, on est aspiré par cette lecture du social comme un gigantesque conflit. Ouais. Mais et la lutte des clashs, qui est un très bon titre, hein, vous auriez pu le reprendre aussi, ça a toujours plus ou moins existé. C'est-à-dire les débats, alors on va pas revenir sur la Grèce antique, où il y avait la philosophie justement, et puis on débattait, l'Afrique sous un arbre, palabre, en France, pour caricaturer un petit peu, mais le café du commerce, quoi, bien sûr, où on débat des sujets, quoi. On est d'accord, pas d'accord. Alors le café du commerce, simplement, c'était le café du commerce entre amis, et ça n'avait pas vocation à être diffusé sur tous les réseaux sociaux. Donc ça y a une ampleur, ça change de registre. Et puis aussi, il y a un discours dominant, alors qu'on appelle le wokisme, bien connu, qui consiste à dire que tout est discrimination, que tout est oppression, que la seule manière qu'ont les humains de se rapporter les uns aux autres, c'est soit être opprimant, soit être opprimé, soit oppresseur ou opprimé. C'est ça ce qui caractérise. Moi, on dit souvent le wokisme, c'est bien gentil. Oui, si c'est la lutte contre les discriminations, je me sens woke. Ouais. Mais si on dit tout est discrimination, alors là, on passe. C'est là où ça change, quoi. Où il y a un détournement. C'est ce que vous dites. Le wokisme, ça devrait être servir en fait tout le monde. Oui. Bien sûr. Ça, oui, alors bien sûr. Là, c'est... Non, c'est de dire, par exemple, quelqu'un vous tient à la porte, vous êtes une femme, hop, c'est du patriarcat. Vous considérez que la couleur de peau n'a pas d'importance dans un métier, alors là c'est hallucinant, vous devenez raciste. Pourquoi? Parce que vous êtes, comme disent les Américains, colorblind, c'est-à-dire vous êtes aveugle à la discrimination raciale, et donc votre indifférence à la couleur de peau devient un acte raciste. Vous mangez une entrecôte, vous êtes pire qu'un nazi parce que vous détruisez la planète. Les petits actes de la vie quotidienne deviennent des motifs de conflictualisation. Et donc on va entrer avec l'envie d'être avec les gens, et hop, on se fait attaquer systématiquement. Le wokisme aggrave justement ces différences. Alors que normalement, le wokisme c'est fait pour montrer et souligner les différences. Qui existe et des gens qui ne sont pas bien traités par la société. Et ça c'est tout à fait légitime, mais quand ça devient une clé de lecture conflictuelle de notre société, là ça devient un problème. Moi je l'appelle l'idéologie de la discorde. Tout est motif de discorde. Et effectivement ça tend considérablement les rapports, les relations, les dîners de famille, où ça va clasher sérieusement. On va avoir sur le véganisme, sur le végétarisme, sur les sexes, tout de suite des trucs en fin de parcours. Les assiettes vont voler et les gens vont partir fâchés. Voilà, cette tendance, il faut essayer de la comprendre. Et je pense qu'il y a un motif profond, c'est que nous vivons dans un monde extrêmement complexe. On n'a plus de clé de lecture. Les grands récits du passé, religieux ou idéologiques, qui nous expliquaient, qui nous rassuraient en quelque sorte, lutte des classes,
Là, on se dit, pour comprendre le monde, il faut que je voie la guerre. Voilà, il y a les bons, en général c'est moi, il y a les mauvais et les méchants qui sont les autres, et donc on est en quelque sorte aspiré pour comprendre le monde par ces scénarios de conflit. Est-ce que c'est, alors, question très provocante, mais est-ce que c'est parce qu'on n'est pas allé très loin, trop loin, entre guillemets, dans la démocratie et la liberté d'expression ? Il y a sans doute... C'est une question philosophique. Oui, bien sûr, il y a sans doute de ça. C'est-à-dire qu'on s'estime tous le devoir d'être des intellectuels. Voilà, on est aujourd'hui... C'est plutôt une bonne nouvelle sur le fond. D'ailleurs, c'est aussi une bonne nouvelle pour la France. La France est un peuple d'intellectuels. C'est pour ça qu'ils sont aussi pessimistes. Moi, je suis très frappé par le fait qu'il y a plein en province, partout en France, des universités populaires. Les gens vont passer leur week-end à écouter des conférences. C'est unique au monde. Hein. Les Allemands vont au concert, les Anglais vont au match de foot ou au pub, les Français vont parfois écouter au salon du livre. Ça, c'est très fort. En Asie, on allait un peu pour de la méditation, donc voilà, on va s'écouter un petit peu. C'est un peu religieux, c'est ça. Mais là, vraiment, cette messe en quelque sorte intellectuelle, c'est très frappant. Donc là, c'est plutôt un signe intéressant. Mais en effet, vous avez raison. Évidemment, si on est tous contraints d'être des intellectuels, il faut qu'on ait des visions du monde forgées. Et Pierre-Henri Tavoyot, est-ce que ça menace ce que l'on a construit depuis une cinquantaine d'années sur notre démocratie en tant que telle? Ça menace, je pense, à la surface. C'est-à-dire que je pense que si on creuse les choses, c'est ça l'hypothèse optimiste du livre, c'est de dire que si on creuse, en fait, on retrouve les grands piliers de la vie commune. Ah oui, alors vous avez 7 piliers de la convivialité. Voilà, vous allez nous les décrire. Les 7 piliers de la convivialité, donc c'est effectivement, je pense le premier, c'est quand même la table. Manger. Et les Français sont les champions du monde du temps passé à table. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on continue de manger ensemble, même s'il y a des séparatismes. Le séparatisme alimentaire au nom de la santé, le halal à certains égards. Je discutais avec le président de la Miviludes qui disait que les phénomènes... La Miviludes, c'est qui lutte contre les sectes. Qui lutte contre les sectes. Et qui disait, chaque secte commence par la bouffe. Voilà, c'est comme ça qu'on prend les gens et on les isole de leur entourage. Il y a toujours un discours sur le manger, c'est la manière de capter le quotidien et donc de capter les âmes. Très intéressant. Bien, face à ça, les Français sont assez bien armés. Sur la vie de couple, sur le sexe, vous en avez aussi parlé, tout semble se tendre et quand on regarde un tout petit peu au fond, on trouve le pilier de la société. Moi, je considère que le pilier de la société, c'est cette chose toute simple qui consiste à dire que ce que nous voulons vraiment, au fond de nous, c'est grandir et faire grandir nos enfants, notre entreprise, notre radio, notre association. C'est tout bête ce que je dis là. Mais si on arrive au-delà du conflit, au-delà du repli, à faire surgir ce qui caractérise profondément la civilisation démocratique, c'est-à-dire la civilisation où les humains grandissent, les humains sont considérés comme grands, si on arrive à se faire surgir cette idée, je trouve qu'on trouve les ressources, même pour être en désaccord. Il ne s'agit pas de ne pas être en désaccord. On a le droit de s'engueuler, on a le droit mais il faut juste... Alors ça c'est intéressant quoi. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord? Est-ce qu'on doit se réconcilier aussi avec tout le monde? Pierre-Henri Tavoyot, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Et puis j'attends vos appels, vos réflexions. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous voulons vivre encore ensemble? Est-ce que vous, par exemple... puisqu'on l'a dit avec Pierre-Henri Tavoyot à l'instant, l'un des premiers lieux, c'est la table. Est-ce qu'à table, il y a des moments où vous dites non, pas question, on va pas aborder les sujets qui fâchent. Appelez-nous, témoignez 0826 300 300, la vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio. Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h et ce thème qui nous concerne tous, à tous les niveaux, bien sûr. Est-ce que nous voulons encore vivre ensemble? C'est l'excellent titre de Pierre-Henri Tavoyot pour un excellent livre également, je le dis parce que j'ai terminé tard hier soir un petit peu, pas suffisamment dormi à cause de vous Pierre-Henri Tavoyot. Pour votre livre, vous êtes philosophe. Alors, est-ce que le problème ne vient pas, on l'a évoqué en fait tout à l'heure, donc on a du mal à avoir des débats, très vite on est dans l'invective, la violence, etc. Est-ce que l'un des maux de notre société, ce n'est pas aussi que l'on ne s'écoute plus ?
Oui, on s'écoute plus et puis moi ce qui m'intéresse, il y avait une pratique à la Sorbonne au Moyen-Âge que j'aimais bien qu'on appelait la disputatio, la dispute. À l'époque, la dispute, c'était pas du tout la dispute aujourd'hui, on s'invectivait pas, c'était le fait qu'on prenait un sujet et on tirait au sort qui devait plaider pour et qui devait plaider contre. Alors ça c'est passionnant à faire d'ailleurs en famille. Il y a un jeu comme ça d'ailleurs, un jeu de société qui est génial, chocolatine ou pain au chocolat, voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et vous faites ce débat, c'est très très marrant parce que on est obligé de penser contre soi-même. Et en pensant contre soi-même, on arrive parfois à se convaincre soi-même et puis à voir que les arguments des autres sont pas aussi idiots que ça. Donc je trouve que c'est un jeu qui désamorce le conflit. Ça ne veut pas dire qu'on change d'avis. On peut rester dans sa conviction, mais on comprend que les autres ne sont pas des idiots ou des salauds. Penser contre soi-même, ça évidemment c'est extrêmement difficile, de moins en moins dans notre société, de plus en plus compliqué en tout cas. Je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut se réconcilier avec tout le monde? Non, mais pas du tout. Alors en plus, il faut être clair, nous avons en démocratie la chance de vivre en démocratie. Il faut bien voir que nous avons des adversaires et des ennemis dont le but principal est effectivement de nous détruire. Je pense que par exemple les fondamentalistes, et notamment le fondamentaliste islamiste, quand moi je travaille comme référent laïcité de la région Île-de-France aussi, je visite les lycées, voilà, j'ai pas du tout envie de vivre avec ceux qui affirment clairement, explicitement, qui écrivent des livres à ce propos, qu'il s'agit de détruire l'école républicaine, qu'il s'agit de déconstruire la laïcité. Et là vous êtes dans la nuance, c'est-à-dire c'est fondamentalisme islamiste, et ce n'est pas musulman, l'ensemble des musulmans qui... non, évidemment bien sûr. pas. Évidemment le problème, c'est que évidemment, ils ont tendance à vouloir répandre cette parole, quoi. Le contraire de la laïcité, c'est pas la religion. Le contraire de la laïcité, c'est le fondamentalisme, c'est-à-dire la prétention d'une loi, d'une foi, d'une idéologie à régir la totalité de nos existences, du matin au soir, du berceau à la tombe. Et contre ça, la laïcité est en quelque sorte, certes républicaine, mais aussi libérale, dit non. Voilà, non, vous n'avez pas à régir. Vous pouvez penser ce que vous voulez dans votre vie privée, mais pour ce qui est de la vie publique et de la vie civile, c'est-à-dire de la coexistence, taisez-vous. Oui, absolument. Alors, ce qui est difficile, c'était ce qu'on a évoqué tout à l'heure, autour d'une table ou entre amis, comment débattre, discuter, s'écouter, bien sûr. Ça fait réagir au 0826 300 300 vos propos, Pierre-Henri Tavoyot. C'est Hubert du côté de Nice qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Hubert. Bonjour. Bon. Voilà, effectivement, votre sujet m'intéresse parce qu'il me touche personnellement dans ma famille. Donc, j'ai vu une différence qui s'est installée depuis, on va dire, entre 5 et 10 ans. Donc, progressivement, on a de moins en moins la possibilité de discuter en famille autour d'une table. On est obligé de se restreindre, voire de s'interdire d'aborder certains sujets, et d'ailleurs d'un commun accord bien souvent, sur des avis opposés. Voilà. Et alors, ce qui change peut-être un peu, Hubert, c'est qu'avant on disait, par exemple, on ne va pas aborder cette question, qui est une question familiale sensible, peut-être, je dis n'importe quoi, mais partage, transmission, etc. Parce que, évidemment, là, c'est sur des sujets de société ou politique, en fait, Hubert, non ? Oui, tout à fait. Pour mon cas, en tout cas, les sujets familiaux, intimes, peuvent s'aborder, donc la plupart du temps, donc même transmission, héritage, mort, décès, visite. Il faut parler de tout. Mais les sujets politiques, de moins en moins. De moins en moins, voire pas du tout. Enfin, pour nous, il y a une sorte d'interdit commun pour pouvoir garder justement, si ce n'est l'amitié ou l'amour qu'on peut avoir l'un pour l'autre, parce que ça peut tourner effectivement à des oppositions, voire des drames ou des rejets. Non, mais c'est intéressant votre réflexion, Pierre-Henri Tavoyot. C'est exactement ce que vous abordez dans votre livre, entre société individuelle, l'individu, puis le collectif et les débats, quoi. Non, c'est l'objet de beaucoup de souffrance, je trouve, cette impossibilité de discuter, parce que voilà, avec ceux qu'on aime, on les aime en dépit de nos désaccords. C'est ça qui est important. Alors, la petite suggestion, je ferai, mais parce que il y a les 7 piliers de la convivialité. Mais c'est pas facile, j'ai bien conscience, mais de dire effectivement, pratiquer la disputatio médiévale, c'est-à-dire qu'on faisait à la Sorbonne, c'est d'ailleurs ce petit jeu qui consiste à dire, tiens, voilà, on va, pour désamorcer les choses, on va plaider à l'inverse de son point de vue. Et c'est très très intéressant. Vous allez demander, si vous avez un éléphiste dans sa famille, de plaider pour le Rassemblement national, et puis celui qui est le Rassemblement national de devenir LFI. C'est un jeu, ça peut désamorcer les choses. Mais ça peut aussi dégénérer, non, parce que chacun est contre soi, donc ça peut. Ça peut
Voilà, après il faut, il faut arriver en fait à donner du statut à ce désaccord, et c'est en effet très difficile parce qu'en plus, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées que par le passé, c'est que le rapport aux vérités historiques, aux faits, est devenu aussi beaucoup plus incertain, ce qu'on appelle les vérités alternatives. Et en plus, c'est que nous sommes dans des bulles d'informations qui sont devenues hétérogènes. Jérôme Fourquet parle de l'archipélisation de la France, mais ça vaut aussi pour l'espace public. Chacun regarde son média, chacun regarde ses informations et se scandalise de ce qui l'indigne. Et puis l'autre lui dit, mais tu te scandalises de ça, mais tu ne te scandalises pas de ça. Et donc en fait, on se retrouve dans des bulles avec des biais de confirmation, comme on dit, et ça rend le débat extrêmement difficile. Donc il faut retrouver effectivement le commun, prendre un peu de sang-froid, essayer de se mettre d'accord sur les données de base. Oui, et peut-être qu'aujourd'hui on devient trop affirmatif, je ne sais pas ce qu'en pense Hubert ou d'autres auditeurs au 0826 300 300, mais on va disqualifier en accusant telle personne. Alors ce qui est assez facile, c'est le fascisme. De toute manière, t'es un facho, toi, voilà. Si on aborde certaines questions, ou d'autres, t'es un complotiste, et donc il n'y a plus de discussion possible, quoi. Oui, avec l'idée aussi que le désaccord, c'est presque un préjudice, c'est presque une offense. C'est-à-dire on se sent, oui, ce qu'on dit, on n'est pas d'accord, on appelle la police, on appelle son avocat, comme si on n'arrivait plus à gérer ce désaccord, à l'accepter, de dire voilà, peut-être commencer par dire aussi, voilà, nous on est en désaccord, c'est très clair, mais voilà, ne discutons pas sur les choses les plus extrêmes, mais essayons malgré tout de trouver des éléments sur lesquels on peut apporter des nuances. Pour essayer de construire. Pour essayer de construire. Je pense que c'est ça le point, et effectivement, la clé absolue, c'est de se dire, voilà, les autres sont pas des idiots et sont pas des salauds. Une fois qu'on a pris la conviction qu'on a en face de nous des adultes en plein exercice, ce mot adulte, on l'oublie trop souvent. C'est vrai, alors c'est ce que vous définissez d'ailleurs dans votre livre, quoi. Oui, nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes et dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on a évolué par rapport à il y a quelques années, quelques décennies où il n'y avait pas la parole, il n'y avait pas la liberté d'expression. Et puis dans toutes les civilisations connues, il y a quelques adultes de plein exercice, tous les autres sont des mineurs. La démocratie, c'est le seul régime qui dit tout le monde est adulte. On a du mal à être adulte ensemble, c'est ça la difficulté. Et vous le dites, Pierre-Henri Tavoyot, dans votre livre, regardons autour de nous. Regardons autour de nous, bien sûr. Il y a des choses qu'on ne peut pas critiquer, quoi. Alors que nous pouvons le faire, quoi. Nous pouvons le faire. Et puis là aussi, un beau sujet de conversation dans les repas de famille, c'est de dire à quel moment est-ce que vous vous sentez adulte, voilà, autour de la table, et à quel moment vous êtes-vous senti adulte. Ça, c'est très intéressant, savoir quel est le moment qui marque l'entrée dans l'âge adulte. Et ça, il y a souvent les gens disent la naissance du premier enfant, l'entrée dans le job. C'est vrai. Et ce moment-là, c'est aussi le moment où on s'aperçoit que quand on grandit, c'est le moment où on commence à faire grandir les autres. Il y a deux manières de grandir. Soit on grandit en humiliant les autres, en les rapetissant, soit on grandit en faisant grandir les autres. Et si on se met d'accord, juste ça, juste là-dessus, la discussion redevient possible. Parce qu'on se dit, voilà, une discussion, c'est pas avoir raison. Une discussion, c'est partager des opinions. Hubert, qu'en pensez-vous de ces suggestions de Pierre-Henri Tavoyot ? Excellente. Je les pratique parfois. Ce qui est difficile, c'est que les personnes, surtout les plus jeunes, n'ont pas ou peu appris à avoir l'esprit critique par eux-mêmes, à penser par eux-mêmes. Et bien souvent, ils viennent avec la pensée de médias, la pensée de journaux, toute faite, et ils vous la portent comme étant une preuve. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire la difficulté à critiquer même ses propres opinions. Et ça, on l'apprend de moins en moins. C'est ce que je ressens, moi. Oui, c'est vrai. Et les réseaux sociaux, peut-être aussi, est-ce qu'ils creusent ce fossé ou pas ? Exact, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les réseaux sociaux une pensée et on ne se la fabrique pas soi-même, on critique pas ce qu'on regarde, on le prend pour argent comptant. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus faible. Même dans ma famille, il y a un côté comme ça, c'est-à-dire pour briller, on va vous sortir, je sais pas moi, une analyse du Point ou de n'importe quel journaux, je dis celui-là comme un autre. Bien sûr, Donc, et on va vous sortir une analyse qui peut être critiquable, mais sur le coup, dans une discussion familiale, c'est impossible de la reprendre. Et la personne est persuadée mais elle n'a pas elle-même analysé ce qu'on lui a dit. Il y a très peu de critiques sur ses propres opinions. Donc, alors du coup,
on s'en tient effectivement au premier enfant qui est né, à tout ce qui nous unit, à tout ce qu'on aime ensemble, et on évite effectivement les sujets de société dans lesquels il y a un investissement extérieur très fort, c'est-à-dire on pousse les gens à se traiter, à s'insulter, effectivement, fasciste ou autre. Hein, donc oui, comme ça. Bien sûr, voilà. bien sûr. Pierre-Henri Tavoyot, oui, c'est ça. Les sujets familiaux, pas trop encore. On y arrive, nous. Oui, c'est cette dimension d'arriver à ménager au sein de ses propres convictions un élément de doute. Voilà, ça c'est capital. Et comme on a le sentiment qu'on doit avoir une vision du monde pour survivre dans ce monde complexe, et du coup on expulse le doute. Or le doute, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec les autres. Pour entrer en contact avec les autres, il ne faut pas faire un pas en avant, si je puis dire, il faut plutôt faire un pas en arrière. C'est-à-dire lui laisser de la place. Sinon, il n'y a pas aucune raison de discuter. Un dernier mot avec vous sur une question d'actualité, Pierre-Henri Tavoyot. Vous avez vu, il y a eu toute une polémique ce week-end autour de la proposition de LFI de retirer le délit sur l'apologie du terrorisme. Non, je pense qu'il faut bien avoir en tête la stratégie politique de LFI, qui est une stratégie politique de conflictualisation. Mais je dirais pas que c'est exactement du même ordre, parce qu'on est là vraiment dans la politique, hein, c'est théorisé. LFI utilise une doctrine qui est la doctrine de la philosophe Chantal Mouffe, qui consiste à dire qu'en démocratie, il ne faut pas de compromis. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le peuple se sente agir. Quand on n'a pas la majorité dans les voix, il faut l'avoir sur les ondes, en quelque sorte. Et pour ça, le coup d'éclat permanent est la bonne technique. On occupe le terrain. Et donc, c'est une stratégie qui, d'ailleurs, a du sens. Hein, puisqu'on est aujourd'hui dans un monde démocratique où on a le sens de un sentiment de dépossession ou d'impuissance publique. Au moins, par les mots, on peut agir. Oui, bon. Voilà, tiens, nous continuerons d'en parler peut-être dans un instant avec Valérie Expert Gilles Gansman qui reçoit Philippe Gueluc, le dessinateur qui aborde beaucoup aussi toutes ces questions. Et puis ce midi, André Berkoff qui recevra un autre philosophe, Pierre-Joseph Salazar, pour son dernier livre, Contre la rhétorique, comment les mots des démagogues prennent le pouvoir aux éditions du Cerf. Et je vous rappelle ce livre aussi de Pierre-Henri Tavoyot qui était mon invité ce matin, qui a dialogué avec vous. Voulons-nous encore vivre ensemble aux éditions Odile Jacob. Dans un instant, donc, Valérie Expert.